Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club francophone de l'été, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Vous avez voyagé avec nous, découvert sans doute des auteurs et des livres lors de la création de cette émission en janvier 2026. Je vous propose tout l'été, depuis Monaco, de découvrir ou de redécouvrir les grands entretiens reportages qui ont ponctué cette saison. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de Monaco avec l'interprète et acteur Lambert Wilson, mais aussi dans le Var, à la Seigne-sur-Mer, avec l'écrivaine Valérie Clot. Et on commence cette émission avec un entretien bucolique et maritime de Lambert Wilson. Il est venu cette année dans le cadre du festival Poésie Nuit et Jour. Un entretien franc et intime autour de nombreux thèmes, dont son rapport avec le cinéma. Nous voici arrivés dans les jardins de Boulingrin. Bonjour Lambert Wilson. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Monaco. C'est une ville, une principauté que vous connaissez parce que vous avez enregistré votre premier album musical ici, je crois. Premier récital classique à la Salle Garnier. Dans l'ordre, premier récital classique, une folie de jouer dans cet opéra Garnier sublime avec l'orchestre. Et ensuite, ça a donné naissance à cet album de comédie musicale, Musicals, enregistré avec l'orchestre. Et puis après, je suis venu créer des spectacles ici, notamment un spectacle sur Yves Montand. Je suis venu au théâtre Princesse Grasse pour faire du théâtre. Je suis revenu plein de fois. Bon, vous vous sentez bien à Monaco? Mais oui, enfin, le problème c'est que peu dans une ambiance hors parisianisme, je dirais. Oh, c'est bien pire que le parisianisme. C'est beaucoup plus concentré au niveau de la mondanité quand même, pardonnez-moi. Mais non, c'est surtout un endroit de nature, un endroit très beau. Enfin, et puis personnellement, j'aime énormément le 19e siècle. Ça veut dire que quand on se retrouve dans une atmosphère belle époque, comme c'est le cas de beaucoup des grands palais ici, je trouve ça merveilleux. On voyage dans le temps. Alors c'est vrai que vous aimez beaucoup la nature. On va se balader dans ce jardin. Avec plaisir. Je vais vous faire découvrir le jardin des Boulingrins, qui est surnommé aussi un peu plus haut la Petite Afrique. Et on a toutes sortes de plantes. Vous êtes très attaché à la nature, aux plantes, aux arbres, Lambert Wilson. Vous vivez d'ailleurs dans la nature, dans un moulin où il y a de l'eau d'ailleurs, parce que vous aimez l'eau en mouvement. En fait, j'aime énormément les plantes et j'aurais pu être botaniste. Je crois qu'en fait, c'est un métier beaucoup plus intéressant que d'être acteur. Et je trouve que, je sais pas, la recherche scientifique, finalement, ce sont des activités beaucoup plus respectables que simplement celle d'être un divertisseur. Rendre la poésie vivante, c'est ça qui vous intéresse aussi. Et à travers ce festival, c'est ce que vous avez fait. C'est de permettre de rendre accessible l'art, toute forme d'art, y compris la poésie, qui est parfois décriée, sous-estimée. Elle n'est pas décriée, elle est ignorée complètement, simplement. C'est ça. Alors en fait, je dois dire que, comme des membres du public, je la connais mal finalement. On a l'impression que je suis un peu cultivé comme ça, etc. Mais non, c'est une chose que je découvre quand je fais ces concerts avec des musiciens et que je lis quelques poèmes, etc. Je fais ma culture lentement. Et je me dis, la poésie, ça a une fonction très particulière qui est à mi-chemin entre la musique et la littérature. Je trouve qu'on devrait tous mémoriser un poème. Vous êtes un artiste complet, en tout cas Lambert Wilson, vous défendez l'art accessible. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous passez des films d'auteur à des films grand public comme Matrix par exemple, ou distrayants comme Barbecue, à des séries comme Harry Potter que vous allez faire prochainement. Vous avez envie de montrer toutes les facettes de l'art artistique, de l'art du comédien? C'est beaucoup plus prosaïque que ça, c'est qu'en fait je m'ennuie très vite. Donc en fait, si vous me faites faire un style, je m'ennuie. Si je dois le répéter, si on me propose systématiquement la même chose, ce qui est vraiment le danger qui guette les acteurs. Moi, c'est simplement ça, c'est que quand j'ai fait du cinéma, je vais faire du théâtre. Quand j'ai fait du théâtre, je vais faire la comédie musicale. Je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite, donc voilà, j'ai envie que la vie soit variée.
Elle est courte, hein, il faut emmagasiner le plus d'expérience possible. Si c'est pour jouer pendant toute ma vie des avocats chics, bien habillés et méchants, mieux vaut changer de métier tout de suite. Non mais oui, sinon c'est vraiment... Alors c'est un vrai travail difficile parce qu'il faut provoquer cette envie chez ceux qui vous demandent de travailler. Il faut provoquer une envie de vous faire autre chose que ce que vous avez fait. Et parfois je lis des scénarios et puis je dis non, le rôle que vous me proposez là je l'ai déjà fait. Mais par contre là celui qui a moins de jours de tournage, ça j'ai pas fait. Ça j'aimerais bien y goûter parce que c'est pas que se mettre en danger, c'est plus pour moi une question de politesse par rapport au public, c'est aussi se dire on va leur montrer des images différentes. Moi, une des actrices qui me plaît le plus et qui me réconcilie avec le métier d'acteur, c'est Meryl Streep. Mais pourquoi? Parce que je sais que quand je vais voir un film avec Meryl Streep, je ne sais jamais ce qu'elle va faire. Elle me surprend toujours. Je sais qu'elle ne va pas se répéter. Et ça, moi, pour aller voir un acteur qui fait systématiquement la même chose, non. Mais vous y mettez beaucoup de vous quand même, Lambert, parce que quand vous incarnez un rôle, vous allez loin. Dans Des hommes et des dieux, vous étiez aussi dans la recherche aussi de cette histoire. Quand vous avez incarné l'abbé Pierre, vous avez tissé des liens avec lui. Enfin, c'est la moindre des choses que de mettre un peu de soi-même quand on fait ce métier-là. Parce que si on ne met pas de soi-même... Même dans une comédie, vous y mettez de vous. On a l'impression que c'est vous, d'ailleurs. Mais merci, je le prends comme un compliment. C'est j'ai bien fait mon travail. Ouais. Vous êtes plein de paradoxes, Lambert, parce que la religion, bon, vous l'avez évidemment côtoyé avec l'abbé Pierre, avec Des hommes et des dieux, et en même temps, vous dites les religions me font peur. Oui, on peut côtoyer justement plein de choses, des philosophies, des religions, etc., et les observer et réfléchir. Et effectivement, la religion et les dogmes me font très peur. Ça ne m'empêche pas d'être fasciné par les questions de foi, par la spiritualité, par les gens qui en sont détenteurs de cette foi, de cette essence de l'élévation. Mais c'est vrai que j'aime pas quand on me donne des modes d'emploi trop faciles. Lambert Wilson, qu'est-ce que la poésie vous permet d'exprimer que le cinéma ne permet pas? Oh, vous savez, au cinéma, on ne parle pas beaucoup. Hein. Je veux dire, en fait, les scènes sont courtes. Le cinéma, c'est quelque chose qui a beaucoup plus un rapport avec l'action, avec l'image. Les scènes sont assez frustrantes. Ah oui? C'est rare qu'il y ait des vraies scènes de jeu où le langage est important. Et donc, en fait, je me rattrape en faisant soit du théâtre, soit en lisant de la poésie sur scène. Parce que là, on a une vraie matière de langage, de sens, et puis des styles très différents, des époques très différentes. Là, ce soir, je vais passer de 7 siècles avant Jésus-Christ, en passant par la Renaissance, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle romantique. Voilà, et très souvent au cinéma, on a très peu de choses à dire, mais c'est pas grave, on fait ça pour autre chose. On est à l'intérieur d'une image. Ça vous inspire l'air marin, la Méditerranée? Vous êtes plutôt un homme du terroir, comme on dit, un homme de la campagne. Oui et non, parce qu'en même temps, mes parents avaient une maison du côté de Bandol quand on était petits. Et moi, je venais tous les étés dans la mer. Et c'est resté quelque chose de fondamental pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin... Je ne peux pas passer un été sans, à un moment donné, être... Au bord de l'eau? Plus qu'au bord de l'eau. Plonger dans l'eau. J'ai besoin de la Méditerranée. C'est plutôt vers la Grèce que je vais, personnellement. Et puis aussi, j'ai fait le film sur Cousteau et j'ai appris à appréhender la mer de façon différente en étant dans des lieux très dangereux, comme passer du sud de l'Argentine à l'Antarctique, dans le passage de Drake, qui était vraiment extraordinaire et en même temps très mouvementé. Et j'aime bien ça. J'ai adoré faire de la plongée. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi grâce au film. D'ailleurs, j'étais venu ici pour évoquer ça, cette expérience avec les plongeurs, les caméramans du commandant Cousteau. J'ai gardé quelque chose de passionnel dans mon rapport avec l'élément marin. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase que vous aimez dire, qui, ne serait-ce que par sa sonorité, vous...
En fait, vous n'aimeriez pas l'entendre. Pourquoi ? Moi, j'aime bien utiliser des jurons. Allez-y. Non, parce que ce sont des jurons d'ailleurs qui ne sont pas forcément en langue française d'ailleurs. J'aime bien. Allez-y, comme ça on ne comprendra pas forcément. Oui, mais j'aurais pitié pour mes amis polonais par exemple, parce que je sais qu'ils savent exactement à quoi je pense. Il y a des sonorités qui roulent bien, qui vous permettent de vous débarrasser de la tension, de l'énervement. Alors. Vous savez, dans le film Matrix, les metteurs en scène m'avaient demandé de trouver une sorte de longue ligne d'injures en français. C'est moi qui l'ai trouvé, qui l'ai mise au point. Ouais. Alors ce genre de liste d'insultes, j'ai même rencontré un chanteur d'opéra une fois, russe, qui m'avait dit qu'il avait appris le français grâce à ma tirade de Matrix. Ça lui avait donné envie d'apprendre le français. Et dans sa loge, il me l'avait dite. Et on l'avait dite ensemble, mais il avait une meilleure mémoire que la mienne. Je ne pourrais pas vous la sortir maintenant. Il y a quelque chose chez vous, Lambert Wilson, qui est très particulier dans votre jeu d'acteur, je trouve, c'est qu'on a l'impression que vous chantonnez parfois un peu vos textes. C'est-à-dire que tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant, en parlant de sonorité, de relief du verbe, de cette musicalité aussi de la langue, on la ressent dans certains de vos rôles. Vous avez une façon de poser votre voix qui fait qu'on pourrait très bien mettre une musique de film derrière. Et c'est souvent ce que font les réalisateurs, d'ailleurs. Ça, je n'en suis pas conscient. Il se trouve que j'ai appris mon métier en Angleterre, parce que après le bac en poche, j'étais parti pour Londres, et j'ai fait 3 ans d'études, et en fait, j'ai appris mon métier en anglais. Et en fait, l'anglais est une langue plus musicale, qui utilise une différence de hauteur entre les sons graves et les sons aigus, qui est beaucoup plus large, une ampleur de son. Et peut-être qu'en fait, malgré moi, j'applique ces réflexes-là à la langue française. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à... On pourrait me reprocher de chanter, oui, c'est vrai. Non, c'est pas un reproche en plus. Mais souvent, en tout cas, moi, c'est pas un reproche. Souvent, ça l'est. Et c'est pas chanter, c'est une façon de poser la voix qui fait que... Je trouve ça très joli, moi. Mais bon. Mais c'est-à-dire qu'en fait, comme je travaille énormément le chant parallèlement à mon travail d'acteur, il est clair que ça a un effet. Je veux dire, j'utilise la voix d'une façon particulière, ma voix est plus timbrée, j'utilise... peut-être je suis plus sensible à tous les mouvements de la langue, etc. Les Français ont tendance à parler, surtout les acteurs de cinéma, à parler très plat et ne pas faire d'excès de musicalité. Moi, je suis comme une mouette. Il y a un goéland qui s'est posé juste derrière, qui vous écoute très attentivement. Oui, il va se jeter sur moi. Non, pas du tout. De quoi vous voulez? Il se dit, que veut Lambert Wilson sur mon territoire? Là, on parlait de musique, on parlait de... Il est très intrigué. De chant. Proust, c'est toujours votre penseur de chevet, comme vous dites? Oui, je ne sais pas si j'ai vraiment un penseur de chevet, parce que finalement, le problème, c'est que je lis beaucoup de choses, mais j'oublie tout aussi rapidement. Alors, j'ai un problème de mémoire, moi. Mais Proust, je retrouve toujours... Waouh! Je retrouve toujours une sorte de complexité de pensée extraordinaire chez Proust, c'est-à-dire que ce que je n'arrive pas à mettre en mots dans les sensations les plus subtiles, les impressions, les souvenirs, la mise en ordre des souvenirs, subitement Proust, en une phrase, il met ça... voilà, c'est ça le sens de la vie. C'est pas ailleurs. On a un public, hein, c'est ça. Oui. Mais oui. Ils attendent un poème, Lambert. Non, ils en ont marre que j'ai des blatères sur des fadaises sur le... Oui, ça suffit maintenant. Oui, vous avez raison. Oui, donc Proust, donc vous disiez. Il a cette capacité à exprimer des choses très complexes en une phrase. Longue, mais une seule phrase. Et je trouve peu longue. Ouais. Il est inégalé pour ça. Bonjour. Vous vous sentez libre en voyage, Lambert Wilson? Avec très peu d'affaires sur vous, vous aimez être entouré, vous aimez être dans votre maison, dans votre cocon? Non, moi j'aime bien être voyager léger. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'on accumule trop d'objets dans la vie et il faut voyager léger parce qu'on n'emportera rien avec nous. Et donc en fait, oui, c'est agréable de se créer un cocon, un intérieur, de recevoir ses amis, d'être entouré des objets qu'on a comme ça rassemblés pendant sa vie. Mais en fait, je ne me sens jamais mieux que dans une chambre d'hôtel. Ouais. Ah ouais? Oui, sans rien. Impersonnel.
Oui, juste j'ai moi et un sac. Et en fait, c'est là où j'ai le plus... En fait, l'accumulation des objets, je trouve ça... C'est lourd, ça... Et puis, ça vous rappelle la vie passée, tout ce que vous avez vécu. La nostalgie revient avec ça. Oui, la nostalgie revient avec les objets. C'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord, les oiseaux, hein? Pour terminer, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de lire à ces enfants, à la jeune génération comme lui, qui a l'air très jeune d'ailleurs? C'est un goéland de l'année, celui-là. C'est difficile, en fait, de se dire qu'est-ce qui est indispensable. Ce qu'il a été pour soi ne le sera pas forcément pour les autres. Ouais. Mais moi, j'aime bien les gens qui écrivent bien. Je trouve qu'il vaut mieux lire, se renseigner un petit peu, se dire bon, qui écrit vraiment, vraiment bien et lire quelque chose de Marguerite Yourcenar ou quelque chose de Dostoïevski ou quelque chose de Victor Hugo, plutôt que de perdre son temps avec des choses moins profondes. Honnêtement, quand vous regardez votre bibliothèque et vous voyez ce que vous avez acheté qui était en tête de gondole dans les gares, il y en a très peu qui vous laissent des grands souvenirs. Ouais, franchement. Pas faux. C'est dur ce que vous dites, mais c'est pas faux. C'est pour ça que, par exemple, moi, on m'a demandé d'écrire... Oui, j'allais dire, vous avez pas envie d'écrire un roman? Non, j'ai pas envie d'ajouter du blabla à la littérature mondiale. Une pièce de théâtre, Lambert? Non. J'ai pas ce talent-là, de toute façon, j'ai pas la patience. Non. Bon, merci beaucoup, Lambert Wilson. Bon. Merci pour cette balade bucolique ici à Monaco, avec les goélands, la mer, les jardins de tout à l'heure. Bucolique et maritime. Et maritime, exactement. À bientôt, Lambert. On va se jeter dans un bouquet de fleurs, là. Terminons avec les fleurs blanches. Merci d'être avec nous pour le Club francophone de l'été, ce florilège des grands entretiens reportages diffusés cette saison 2026. On quitte Monaco pour partir dans le Var, à la Seigne-sur-Mer, avec l'écrivaine Valérie Clos, qui a été finaliste du prix du Quai d'Orsay pour son roman Aziza. Elle raconte une étonnante histoire de famille et elle revient sur les traces de son enfance dans cette ville du Var. Voilà, on est arrivé dans un endroit magnifique. Bonjour Valérie Clos. Oui, bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir choisi la Villa Tamaris. Oui. C'est un haut lieu d'exposition. Et vous avez vécu ici, on va parler de votre roman Aziza, paru chez Buchet-Chastel, qui raconte l'histoire de votre grand-mère. On va faire cette déambulation à la Seigne-sur-Mer, parce que c'est ici, c'est voilà, le quartier de Tamaris. C'est le quartier de Tamaris. Alors la Villa Tamaris, elle a été construite par Michel Pacha à la fin du 19e siècle. En fait, c'était un fou d'orientalisme. Il a vécu à Istanbul, d'où mon choix après pour le prix de Quai d'Orsay. Alors vous avez été finaliste du prix du Quai d'Orsay, ce qui vous a permis d'avoir une résidence dans une ambassade de France, et vous avez choisi justement J'ai choisi Istanbul pour ce petit clin d'œil à Michel Pacha, donc, qui a construit ce quartier. Et moi, j'ai vécu vraiment à 5 minutes, là, en voiture d'ici. Ce que vous aimez dans cette ville, dans ce quartier, c'est qu'il y a une dimension orientale. Pourquoi je parle de ça? Parce que votre histoire familiale, elle est liée à l'Algérie. Et vous avez, quand vous étiez enfant, fait ce parcours entre la Seigne-sur-Mer, ici dans le Var où vous viviez, et puis Paris, avec toute l'histoire de l'Algérie derrière. En fait, j'ai vécu 30 ans, enfin j'ai grandi ici dans ce quartier, j'ai vécu 30 ans en région parisienne et je suis revenue depuis 2 ans dans la région, d'abord 1 an à Tamaris. Et c'est en revenant ici, je me suis aperçue que c'était un écrin de beauté orientale. Et j'ai repensé à ma mère qui, quand elle est arrivée dans ce quartier avec mon beau-père, a eu un coup de cœur. Et je me dis, est-ce que ce coup de cœur, est-ce que c'est pas un écho à son enfance? Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre vraiment ici. Ah, voilà. Vous avez commencé à écrire? Oui, j'ai écrit alors un peu plus haut, à la Villa Eugénie, parce que je suis revenue vivre 1 an ici. Voilà. Alors vous le dites, ce livre, vous ne vouliez pas l'écrire au départ. Il est arrivé presque tout seul, instantanément. Il est arrivé en revenant ici, en étant dans ce quartier, en voyant les maisons orientales. Finalement, ce livre, c'est l'histoire de ma grand-mère maternelle et l'histoire de ma famille et de la guerre d'Algérie. C'est l'histoire qu'on ne m'a pas racontée, ce livre. Voilà, exactement, c'est ça. En fait, vous êtes allé chercher l'histoire de votre famille. Exactement.
Et ça a été un bol d'air, sans faire de jeu de mots, parce qu'on a beaucoup de vent ici. Ouais. Mais c'est vrai que ça vous a aidé c'est le Mistral, Oui, c'est le sud, Mistral du sud du Var. Voilà, c'est la beauté de... Ça vous a permis de mieux respirer après, d'avoir cette histoire-là, parce qu'on sent vraiment dans votre écriture que tant que vous n'avez pas dénoué l'histoire de votre famille, vous êtes un peu entravé. Je me sens incomplète. Ouais. Je me sens incomplète, entravée, oui, c'est peut-être le mot. C'est-à-dire que j'avais besoin de retrouver, je parle de puzzle dans mon livre, j'avais besoin de retrouver l'histoire, de remettre du sens dans cette histoire familiale pour me sentir plus complète, pour comprendre d'où je venais. Parce que finalement, je trouve que c'est pas rien de partir c'est quand même c'est un exil. Ouais. Ils sont partis précipitamment, ils ont tout laissé. Et alors bien sûr qu'ils étaient français, ils sont venus en France, mais voilà, c'est pas rien de quitter une culture, une langue, le soleil, de tout reconstruire. Vous pensez que sans ces racines, un enfant, un jeune adulte ou un adulte quand il prend de l'âge, il est incomplet ? Moi j'ai l'impression que c'est important pour comprendre d'où on vient et psychologiquement je pense que c'est important. Et puis moi j'aime bien aller fouiller là où c'est un peu oublié, où c'est un peu sombre. Oui. Mais à quoi ça sert de savoir ? Oula, à quoi ça sert ? Vous êtes posé la question ? Alors, c'est vrai que dans le livre, je fais parler ma mère. Oui. Je lui dis, parce qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu as remué ces vieilles histoires ? C'est ça, elle vous dit, tu fouilles trop. Tu fouilles trop. Mais moi, je pense que c'est important. Alors peut-être qu'elle, elle n'a pas la même vision que moi, parce qu'elle est née en Algérie. Elle est arrivée en France, elle avait 15 ans. Donc elle s'est intégrée à la vie française. Mais elle n'a peut-être pas la même vision que moi. Moi, j'avais besoin de savoir, de connaître cette culture. Voilà. La Méditerranée, elle est juste en face. Exactement. On va y aller tout à l'heure. Vous allez voir une villa incroyable. Ici, il y a une villa qu'on appelle la Villa Jaune, je crois, mais elle a notre nom. Et elle fait vraiment penser aux villas d'Orient, d'Algérie. On en trouve en Tunisie, au Maroc. Il y en a plusieurs. Il y a les jardins de Sande, où vous avez vécu. Ouais. Et on va aller voir, c'est juste derrière. On y va ? On y va. Dans le vent. Dans le vent. Dans le vent du sud. Voilà Valérie, on arrive dans un lieu qui est très émouvant pour vous. Oui, je sais que vous faites l'effort, je vous remercie sincèrement parce que c'est très difficile d'aller dans un endroit où on a vécu. Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps et de n'y être jamais retourné. Voilà, donc c'est la première fois que je reviens dans ce lieu. Les jardins de Sande, voilà, c'est ça ? Les jardins de Sande. Georges Sand y a habité. Ah bon ? Oui, elle y a habité pendant 3-4 mois. Elle a eu une longue maladie et ensuite elle y a habité. Et ça a été une villa qui a été rasée. Et en 1975, ils ont rebâti tout ce complexe-là. Et j'ai vécu là pendant 12 ans à peu près. Donc oui, c'est chargé de souvenirs là. Bon, on va voir un point de vue, comme on dit. Oui, il y a la mer, je crois qu'il y a la mer de côté. Si mon souvenir est bon, parce que attendez, c'est peut-être dans mon imagination. Souvent, on a ça. Bah oui. C'est qu'on a des souvenirs d'enfance. On croit qu'il y a eu des espaces très grands, ou en tout cas un jardin d'enfants. En fait, c'est pas du tout ça. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que, comme vous le dites, vous êtes retourné vivre ici. À la Seine-sur-Mer, un peu plus haut, juste à côté de là. Ouais. Et vous dites dans le livre, j'ai le sentiment désagréable d'être une feuille qui virevolte au gré du vent, toujours prête à partir, que j'habite ici ou ailleurs. Quelle importance ? Oui, tout ça, c'est aussi en écrivant ce livre. Je me suis aperçue que j'avais la manie de déménager. C'est-à-dire qu'en 14 ans, je déménageais tous les 2 ans à peu près. Tous les 2 ans ? Oui. Enfin, pas en 30 ans, pardon. J'ai déménagé tous les 2 ans. Ça veut pas à peu près 2 ans et demi dans chaque lieu, ce qui est quand même beaucoup. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai envie de m'attacher à un lieu et j'ai toujours peur en fait de ne pas pouvoir y rester, d'être chassée. Il y avait toujours ce sentiment-là qui m'habitait quand j'étais dans un lieu. Séquence nostalgie. Séquence nostalgie avec le vent qui revient. Et moi j'étais là, en face. D'accord. Donc effectivement on avait cette vue. Ah bah oui, ah oui. Là où il y a la dame là. Vous habitiez là, d'accord. Où il y a la dame qui sort, voilà, j'habitais là. La dame qui sort en blanc là-bas ? Ouais. Voilà, c'est quand même une vue. C'est incroyable. Ouais.
Khartoum qui fait presque 180 degrés là. Ouais. Et revenir habiter ici, Valérie Clos, alors? Ah non, ça par contre, non. Non, ah non. Non, parce que c'est le lieu de mon enfance. C'est pour ça que quand je suis revenue ici, j'ai eu quand même du mal à vivre à Tamaris. Peut-être aussi parce que ça venait convoquer tous ces souvenirs et que c'était compliqué. Et là, d'habiter à Toulon, voilà, il y a un peu la distance et je me sens mieux. Vous parlez de la langue française dans ce roman. Elle est très présente parce que vos grands-parents, ils prennent la langue française comme un outil de transmission. Oui. Il y a une histoire incroyable avec votre grand-mère, c'est qu'elle s'appelle Aziza, sauf que vous l'apprenez dans les années 80, au moment où il y a un célèbre chanteur qui s'appelle Daniel Balavoine, qui a un succès considérable en 85. Vous regardez la télé avec vos grands-parents, et là, il se passe quelque chose avec votre grand-père. Ben oui, c'est toute l'histoire du livre, parce que j'apprends à ce moment-là que ma grand-mère s'appelle Aziza. Alors que depuis que je suis petite, on l'appelle Mémé Lulu, Lulu, Louise. Et donc là, mon grand-père se lève devant le chanteur et dit « Mais tu vois, regarde ton prénom comme il est beau, Aziza, comme c'est beau ». Et en arabe, Aziza, ça veut dire « aimer, chérie ». Et elle ne voulait pas du tout entendre parler de ce prénom. Parce qu'en 62, quand elle est arrivée, elle voulait tellement s'intégrer, elle voulait tellement se franciser, entre guillemets, elle avait décidé de s'appeler Louise. Et d'ailleurs, de tous ses frères et sœurs, elle avait beaucoup de frères et sœurs, c'est la seule qui avait un nom oriental. Et moi, je trouvais ça dommage. Et voilà, avec le recul, j'avais envie de lui rendre honneur et d'écrire parce que ça veut dire beaucoup, finalement. Ouais. Bon, on va aller au bord de la mer, parce qu'on la voit depuis tout à l'heure. Oui, là, on va essayons vraiment d'aller un peu presque les pieds dans l'eau. Ouais. Avec une villa, je vous en parlais tout à l'heure, qui va nous faire penser à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie. Il y en a plusieurs ici. Hein. Ouais. Alors on va en voir une déjà. Soyez pas trop exigeante. Mais ici, il y a plein de petites villas orientales, un peu aussi italiennes. Ouais. Il y a plein de petites pépites ici. C'est vrai. Allons-y. Voilà cette fameuse villa Valérie Clos, il y en a plein ici. Dans votre roman, Aziza, vous racontez effectivement ce parcours de votre grand-mère de l'Algérie à la France. Et quand elle arrive ici, quand vous êtes ici, dans le sud de la France, dans le Var, la Seine-sur-Mer, vous dites il y a des maisons qui font penser mais je trouve que par exemple... à l'Algérie, à l'Orient en général. À l'Orient en général. Je trouve que par exemple cette maison, elle me fait penser... ça m'a rappelé... l'Orient. Alors quand vous la voyez, cette Méditerranée là, avec cette ouverture, parce que là on est l'ouverture est de l'autre côté. Vous avez la ville de Toulon sur la gauche, vous avez une grande digue, Saint-Mandrier, et juste en face, c'est là que passent les bateaux, notamment pour la Corse. Et c'est le grand large. Et c'est le grand large. Que je vois d'ailleurs de maintenant, puisque j'habite à Toulon, et j'habite juste en face la Méditerranée. Je suis à 180 degrés, et c'est tous les matins je me réveille et voilà, c'est un bonheur et je crois que j'ai vraiment besoin de ce paysage. Je me sens ancrée depuis que j'habite là-bas. Vous écrivez quelque chose en repensant à votre famille qui a un grand écho dans ce roman-là, dans ce roman Aziza, Valérie Clos. Vous dites c'est vertigineux de penser que pendant des siècles, nos ancêtres vivaient sur une terre que l'on ne connaît pas, avec une culture différente. C'est vertigineux. Oui, c'est vertigineux. Ça va jusque-là. Oui. C'est une question très importante. Merci de me la poser parce que oui, c'est ça qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que effectivement, ça fait des siècles que ma famille habitait de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je suis la première avec mes cousins à être née sur le sol français. Et c'est toute une nouvelle page de l'histoire de ma famille, mais l'histoire de France, parce que la petite histoire vient se mêler à la grande histoire. Et c'est quand même incroyable. Bon, votre roman est paru chez Buchet-Chastel. Oui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci. Il y a un beaucoup. livre jeunesse qui va arriver d'ailleurs chez Actes Sud. Oui, exactement. Normalement au printemps prochain. Merci Valérie. Voilà. Je vous laisse aller mettre les pieds dans l'eau là-bas. Oui, voilà. Allons-y. Allons-y. Merci à vous. Merci. Ah bah voilà. Voilà. Oh, c'est froid. Bon, ça va. Elle est pas si froide.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ce programme vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Faites passer le message. Le club francophone de l'été revient la semaine prochaine. Et d'ici là, bel été à tous.